Bonjour les amis. Au dossier chaud à Major, je reçois aujourd'hui Maître André Sirois, qui est avocat, puis qui a travaillé auprès de l'ONU comme conseiller juridique. Puis aujourd'hui, on va faire un petit peu du coq à l'âne. M. Sirois va nous parler d'immigration, puis aussi de le pacte de l'ONU. Oui. Bonjour, M. Sirois, enchanté. Enchanté. La question est, on vous a parlé d'immigration, on s'est parlé l'autre jour, puis on avait dit que selon vous, je pense à ça, que l'immigration, c'est plutôt une invasion qu'on devrait subir. Puis, on vous laisse aller là-dessus, parler librement, vous ne vous couperez pas la parole. Ça marche. C'est le risque en ce moment avec ce qui s'appelle le pacte mondial pour l'immigration, parce que c'est un pacte qui risque de changer beaucoup tout le domaine de l'immigration, d'imposer plein de conditions aux pays qui accueillent déjà des migrants, de leur imposer aussi d'énormes obligations financières. Et malheureusement, ce pacte-là n'a pas fait l'objet de discussions sérieuses. Au contraire, même de toute mon expérience aux Nations Unies, et ça fait les premiers contrats que j'ai eus avec les Nations Unies, c'était il y a plus de 40 ans. Je n'ai jamais vu un document aussi difficile à trouver sur le site des Nations Unies. Et d'un autre côté, les discussions n'ont pas été faites. Et là, ce document-là va se substituer ou contraindre les États, malgré tout ce qu'on dit. On dit non, ça ne va pas contraindre les États, mais d'un autre côté, les États qui signent ça, y compris le Canada, disent 46 fois dans le même document, nous nous engageons à. Alors, à mon avis, ça, c'est une contrainte. Si vous signez un document où vous dites « je m'engage à », c'est une contrainte, il n'y a pas d'autre mot. Et à ce moment-là, vous vous engagez à quoi et qui s'engage à quoi et pour quelle raison? Normalement, si le Canada s'engage à quelque chose comme ça, qui va être à bien des égards beaucoup plus important que d'envoyer des soldats canadiens en Afghanistan, mettons, ça va avoir des conséquences beaucoup plus grandes pour toute la société canadienne, pour un avenir considérable. Si on fait ça, normalement, avant de faire ça, il faudrait une discussion à la Chambre des communes et il faudrait que les gens puissent prendre connaissance du document, que les gens intéressés soient entendus et que nos députés qui nous représentent puissent faire valoir leur point de vue. Et il n'y a rien eu de ça. Et en plus, ce qui rend encore le document encore plus suspect, c'est que autour de l'adoption de ce document-là, il y a plein d'affirmations qui sont absolument mensongères. Parce que si on vous dit en même temps, c'est pas contraignant, et en même temps, on vous demande de signer 46 fois que vous vous engagez à quelque chose, c'est une contradiction. C'est un mensonge de dire que c'est pas contraignant. Il y a eu plein d'autres affirmations de ce genre-là. Et ce qu'il faut voir, c'est que tous les documents commencent par une affirmation très simple, c'est que l'immigration, c'est bénéfique. Il y a des gens qui considèrent que c'est bénéfique et d'autres pas. Tout dépend du point de vue que vous prenez, tout dépend du regard que vous portez sur l'immigration. La chose qui est certaine, c'est que dans certains cas, l'immigration peut être bénéfique, mais il y a plein de cas, surtout si c'est en trop grande quantité, où ça peut être absolument néfaste, où ça peut être catastrophique. Regardez la situation dans certaines villes anglaises comme Birmingham, où c'est la violence jour et nuit à cause de l'immigration. Regardez les banlieues en France, c'est la même chose. On pouvait se dire, il y a déjà un bout de temps, l'Angleterre et la France, c'est des pays qui ont eu des colonies. Ils ont donné la citoyenneté aux citoyens de ces colonies-là. Maintenant, ils en subissent les conséquences. C'est pas intéressant, mais d'un autre côté, ils ont exploité ces pays-là. C'est leur problème à eux, c'est à eux de régler ça. Très bien. Nous, on n'a jamais eu de colonie. On ne doit rien à personne. On n'a pas l'obligation d'accepter qui que ce soit. On en accepte par pure générosité, et je veux bien, mais d'un autre côté, on va en accepter combien?
Et ça, c'est la première question qui n'est pas posée. En fait, si on prend le pacte d'immigration, d'abord, il n'y a pas eu de débat. Deuxièmement, vous ne savez pas qui est visé, vous ne savez pas combien de personnes sont visées, vous ne savez pas combien ça va coûter, vous ne savez rien des conséquences que ça implique. Le pacte lui-même est comme une lettre au Père Noël qui va coûter des milliards de dollars si on prend ça au pied de la lettre. Le problème aussi, c'est que ces documents, les documents de cet ordre-là, des pactes, des ententes qui sont signés par les États membres des Nations Unies, ce qui arrive, c'est qu'il y a plein d'États membres qui signent d'autant plus facilement qu'ils n'en tiendront pas compte et ne l'appliqueront jamais. C'est une première chose. Ils ne l'appliqueront pas pour les obligations de recevoir des immigrants, et ils ne l'appliqueront pas pour les paiements qui vont être réclamés. Ils ne payeront rien. D'ailleurs, plusieurs pays qui signent ce document-là, par exemple le pacte sur l'immigration, et ce serait la première chose qu'on devrait faire, ce serait d'aller voir qui a payé ces cotisations aux Nations Unies là-dedans. Il y a un nombre considérable de pays qui signent ça pour imposer des obligations aux pays qui reçoivent des migrants, alors qu'eux n'en reçoivent pas, mais qui en plus ne payent même pas leurs cotisations aux Nations Unies. Vous, si vous êtes membre d'un club privé, mettons un club de chasse et de pêche, et que vous ne payez pas votre cotisation, croyez-vous que les autres membres vous permettraient d'aller à l'Assemblée annuelle décider comment votre club de pêche va fonctionner ou rédige un règlement pour dire aux autres membres qui payent comment ils doivent dépenser leur argent? Ça n'a aucun sens. Et ça n'a pas plus de sens en affaires internationales. Ou bien vous êtes membre d'une association et vous payez vos contributions pour avoir le droit de parole, ou bien vous n'avez plus le droit de parole à un moment donné. Le règlement fait que si ça fait 6 mois, 1 an, 2 ans que vous êtes en retard dans vos contributions, c'est comme n'importe quelle autre contribution. Il y a un moment donné où on dit, écoutez, ou bien vous êtes membre, ou bien vous ne l'êtes pas, et si vous ne payez pas, vous êtes plus membre, et ça s'arrête là. C'est votre droit le plus strict de ne pas payer, et c'est aussi votre droit le plus strict de vous retirer d'une organisation. Et ça vaut pour les États aussi. Alors, dans ce cas-là, on voit des États qui ne sont même pas membres en règle des Nations Unies d'une certaine façon, vu qu'il y en a qui n'ont pas payé de cotisation depuis des années. D'autre part, c'est des pays qui ne recevront jamais d'immigrants. Connaissez-vous, essayez d'imaginer une personne qui voudrait aller dans un émirat arabe comme immigrant. C'est absolument impossible. Même les musulmans, les pays arabes ne reçoivent pas d'immigrants musulmans, des immigrants de leur propre religion, et nous les imposent et exigent ensuite qu'on respecte les règles religieuses. C'est ce que fait l'Arabie saoudite avec le Canada en ce moment. C'est une invasion, et c'est une invasion pour transformer toute la société occidentale et tous les pays qui sont assez généreux pour accueillir des immigrants. De l'autre côté, et l'autre chose dont il faut bien parler, c'est le nombre d'immigrants. Les gens ne mesurent pas la quantité de migrants en ce moment. Cette année, il y a 258 millions. C'est le chiffre que cité par le Canada, le chiffre des Nations Unies que cite le Canada. Chiffre très conservateur, tout le monde est d'accord pour ça. Il y a des chances que ce soit plus du double, le chiffre réel. 258 millions de personnes qui ne sont plus chez elles et qui ont besoin d'aide. On ne peut pas, pas Pierre-Éliott Trudeau, mais Justin Trudeau a dit lui-même, en reprenant le président français, on ne peut pas sauver, accueillir toute la misère humaine. C'est bien vrai. La question, c'est de savoir combien vous en acceptez et combien sur 258 millions cette année et l'an prochain, parce qu'il ne faut pas oublier que les mêmes pays qui sont déjà surpeuplés et qui sont tellement surpeuplés que leurs habitants veulent en partir, ces pays-là continuent de faire des enfants. Il n'y a personne qui parle du vrai problème qui est la surpopulation et la multiplication exponentielle des naissances. D'ailleurs, on va vivre ce problème-là ici aussi parce que les gens qui arrivent ici, les gens de ces pays-là qui arrivent ici, et font beaucoup, les femmes de ces pays-là font beaucoup plus d'enfants, 2-3 fois plus d'enfants que n'en font, mettons, les Québécoises ou les Canadiennes. Le résultat,
c'est que dans 20 ans, toute l'image démographique du Canada va être transformée et que c'est le jeu démocratique. Si on continue de donner en même temps la citoyenneté et les droits de vote à ces gens-là, à un moment donné, ils vont exercer leur droit de vote et ils vont l'exercer contre nous. Vous allez voir des gens qui seront pas d'accord avec nous, par exemple, sur les droits pour les femmes. Pour prendre une chose qui est assurée d'avance, ils le disent déjà, ils sont pas d'accord avec nous du tout pour ça. Et là, ils vont être en majorité. C'est la règle démocratique. Ils vont renverser ça. Et moi, je suis prêt à parier, puis je sais que ça peut choquer des gens, mais je suis prêt à parier qu'une des premières choses qu'on va faire à ce moment-là, ça va être d'abolir les chartes, la Charte canadienne des droits, la Charte québécoise des droits, et ultimement, d'une certaine façon, nous, les gens qui sont Canadiens ou Québécois dans certains cas depuis des centaines d'années, on va être réduits en esclavage. Ils vont nous faire payer, nous, pour prendre notre pays et en faire leur propre pays. Nous taxer. Absolument, absolument. Alors, on va prendre le fruit de votre travail. C'est pas de l'esclavage dans la mesure où on ne vous vendra pas en esclavage, mais comme on n'investira pas pour vous acheter, il n'y aura pas un propriétaire qui sera obligé de vous nourrir et de vous loger. C'est l'inconvénient de ne pas être un esclave. Vous seriez mieux traité si vous étiez esclave dans ce cas-là. Ça, c'est une des choses qu'on ne dit pas, mais il y a des gens qui ont eu un prix Nobel d'économie, d'ailleurs, qui ont examiné les inconvénients, les avantages d'être esclave dans le sud des États-Unis, et puis leur conclusion, c'est qu'à certains égards, il y avait des avantages que les Noirs reconnaissaient, d'ailleurs. Maintenant, on nous présente ça comme une grande tragédie. C'est sûr que je ne suis pas en train de défendre l'esclavage, mais d'un autre côté, on ne peut pas dire n'importe quoi non plus. Lorsqu'on abolit l'esclavage au sud des États-Unis, il y a des gens qui ont tenu à rester avec leur maître, tout simplement parce que leur vie était meilleure de cette façon-là. Bon, je n'essaye pas de défendre l'esclavage, je veux qu'on s'entende bien là-dessus, mais justement, parlant d'esclavage, il n'y a personne qui vous dit, puis on ne reprend pas ça, il n'y a personne qui vous dit qu'en Afrique, il y a encore de l'esclavage maintenant, et que, par exemple, au Mali, il y a encore des marchés d'esclaves au Mali, c'est très connu. Et il y en a en Haïti. En Haïti, ça s'appelle des reste-avec. Il n'y a pas de marché officiellement, en tout cas, mais il y en a. Alors, ces cas-là, ça existe toujours. Et d'un autre côté, il faut bien se rappeler que on ne dit jamais comment on a aboli l'esclavage en Afrique ou qui a aboli l'esclavage en Afrique. C'est les Anglais qui sont allés se battre, qui sont allés se faire tuer pour mettre fin à l'esclavage en Afrique, alors que les chefs africains continuaient, ils vendaient leur peuple ou des peuples voisins, et c'est assez ironique d'ailleurs, parce que, en tout cas, en Tanzanie, où j'étais à un moment donné, où j'ai travaillé à un moment donné, les chefs africains disaient aux Blancs, aux Anglais qui voulaient les amener à abolir l'esclavage, qu'on leur demandait d'agir contre leur spécificité culturelle. C'est des mêmes mots qui sont employés dans le pacte sur les migrations. On parle justement de spécificité culturelle aussi. C'est dire que ça peut servir à couvrir n'importe quoi. Les chefs africains ont défendu l'esclavage en disant que ça faisait partie de leur spécificité culturelle. Il faut le dire. Et c'est des Blancs qui ont mis fin à l'esclavage en Afrique, ce n'est pas les Noirs. Ça, on peut aimer ou ne pas aimer cette affirmation-là. On n'a qu'à lire une histoire de l'Afrique et on le voit, c'est très clair. Bon, je ne blâme personne, je ne reproche rien à personne. La situation était comme ça, et tout ça fait partie de l'histoire. Et il ne s'agit pas de blâmer qui que ce soit, mais il faut reconnaître les faits parce qu'ils sont. C'est tout ce que je dis. Mais d'un autre côté, il faut bien voir que quand j'ai dit qu'on ne sait pas poser de bonnes questions, on ne sait pas combien ça va coûter. L'autre chose aussi qu'on ne dit pas, c'est qu'évidemment, on ne parle pas du nombre de migrants que ça peut représenter chaque année pour les années à venir. Et c'est exponentiel. Ça n'arrêtera pas. Vous ne pourrez pas arrêter ça d'un coup de baguette magique. En plus, au lieu de s'attaquer aux vrais problèmes, au lieu de on fait une affirmation de principe, on dit l'immigration c'est bon, les migrations sont bonnes. Au lieu
de demander pourquoi est-ce qu'il y a des migrations et puis comment faire pour corriger la situation dans le pays d'origine. On ne parle de rien de ça. Et d'autre part, on ne dit rien non plus pour ce qui est des passeurs de migrants, qui sont les grands responsables de ces problèmes-là, qui sont les grands responsables des morts que l'on voit à la télé. Il n'y a rien dans le pacte pour attaquer les passeurs, il n'y a rien pour attaquer les gens qui se livrent à la traite des êtres humains, à la traite des Blanches ou des Noirs. Il n'y a rien à ce sujet-là. Au contraire, le pacte comme ça va être comme précédemment les déclarations de Mme Merkel disant qu'elle était prête à accueillir 1 million de réfugiés, les déclarations de M. Trudeau disant qu'il était prêt à accueillir des réfugiés en quantité, les Syriens par exemple, ça a eu pour effet immédiat de doubler et de tripler et même dans certains cas de décupler les tarifs chargés par les passeurs de migrants. Ça a fait la fortune des passeurs de migrants. Il était pour en accueillir. Exactement. Et le pacte, en ce moment, a les mêmes conséquences. On peut partir et on peut aller voir sur place et vous allez voir, si vous parlez avec les gens, disons, en Libye, vous allez constater, je suis prêt de parier, vous allez constater que les tarifs des passeurs ont monté en flèche grâce à la signature du pacte. C'est scandaleux. Et il y a beaucoup de choses dans ce pacte-là qui sont mais absolument moralement répréhensible. En même temps, on prétend défendre les droits de la personne et en même temps, on attaque la Déclaration universelle des droits de l'homme, qui est le document le plus important des Nations unies. Par exemple, ce qui me frappe, c'est d'abord, il faut dire que c'est un document qui est très, très mal fait, très incohérent et qui contient des informations contradictoires. C'est vous dire, ne soyez pas étonnés si des gens vous disent ce que dit Maître Sirois. Ne soyez pas étonnés si on dit ce que dit Maître Sirois, ce n'est pas ça parce qu'il y a telle autre chose dans le pacte, parce que vous avez des éléments qui sont contradictoires et que personne n'a pris la peine d'unifier. Alors, dans certains cas, je vais revenir à l'expression qu'on utilise, mais on parle d'une chose pour ce qui concerne les femmes, et dans 7 ou 8 cas qui semblent être des exceptions, on parle d'égalité homme-femme. Mais dans presque tous les cas, on parle, et c'est l'expression qui est utilisée, de la problématique homme-femme. Et ça, c'est pas défini, pardon, femme-homme. Et ça, c'est pas défini, et personne ne vous dit de quoi on parle. Tout ce qu'on vous dit, c'est qu'il y a un problème. Mais c'est pas défini. On dit qu'il va falloir s'occuper de ce problème-là. Mais s'occuper de ce problème-là en respectant justement leur spécificité culturelle et en respectant tout ce qui était leurs habitudes dans leur pays d'origine et tout. Ce qui veut dire en pratique qu'à ce moment-là, c'est masqué derrière ça, et je le sais par des sources que j'ai à l'intérieur des Nations Unies, c'est des musulmans qui veulent s'attaquer au principe de l'égalité des hommes et des femmes. C'est très clair. On dit non, non, non. La charia éventuellement. Oui, on dit non, non, non. Attention, pas l'égalité homme-femme, la problématique femme-homme. Et ça, on ne vous dit pas qu'est-ce qui est caché derrière ça. Il y a énormément de pièges dans ce document-là. C'est une affirmation catégorique qui fait que on vous dit l'immigration et l'émigration, c'est bon, bénéfique, c'est le mot qu'on utilise. Mais on ne vous dit pas qui va payer et on ne vous dit pas qui doit se laisser envahir et quelles sociétés vont être complètement transformées et appauvries. Bien entendu, vous savez aussi bien que moi, n'importe qui a déjà géré un budget, même un budget familial, sait très bien que vous ne pouvez pas dépenser de l'argent que vous n'avez pas, qu'il y a quelqu'un où vous allez devoir emprunter, puis il y a quelqu'un qui va devoir rembourser. Et c'est ça qu'on va faire. Et on ne peut pas, Trudeau avait raison de dire on ne peut pas accueillir toute la misère du monde. Le problème, c'est qu'il n'a pas quantifié, il n'a pas dit on est prêt à en accepter tant. On parle d'un petit nombre, mais ces nombres-là sont très élastiques parce qu'il y a plusieurs catégories de migrants et de réfugiés et il y a toujours moyen de faire des entourloupettes. Mais ce qu'on dit dans le document, c'est que c'est bénéfique et là, il y a plein de mesures qui sont prévues pour aider les migrants. On ne parle pas
d'aider les gens dans leur pays d'origine. On parle de les aider de façon aveugle et absolue. Par exemple, et c'est frappant, il y a un paragraphe de quelques lignes. Je ne vous le dis pas parce que c'est du charabia et c'est tout simplement trop plate et il faut le dire très attentivement pour le comprendre. Dire ça comme ça en ondes, ça n'a pas beaucoup de sens. Mais en pratique, je peux donner la référence précise s'il y en a que ça intéresse, en pratique, il y a 4-5 lignes dans ce paragraphe qui parlent d'aider les gens qui ont des problèmes dans leur pays d'origine, qui ont des problèmes à se trouver du travail ou qui ne s'en trouvent pas, de les aider s'ils veulent partir de chez eux. Mais là, on parle même de les aider dans leur propre pays. Ça veut dire qu'on met sur le dos des pays qui voudront bien faire, on leur impose l'obligation d'aider des gens dans leur propre pays, mais à ce moment-là, rendez-vous compte qu'on parle de tous les chômeurs du monde qui peuvent avoir envie de quitter leur pays. C'est ça qui est visé dans ce paragraphe-là. C'est quand je vous dis que c'est écrit n'importe comment, peut-être que la personne qui écrit ça ne se rendait pas compte de ça, mais c'est ce qui est écrit. C'est mon travail d'interpréter des documents, de lire des documents et de les interpréter. C'est ce qui est écrit. N'importe qui peut prendre ça et dire « Moi, je suis chômeur dans mon pays, je veux aller chez vous, vous devez m'aider, regardez, c'est écrit dans le document. » Et ce qu'on ne dit pas aussi, c'est qu'on dit « Ce n'est pas contraignant ». Donc, comme je l'ai dit, on dit 46 fois qu'on s'engage, littéralement, là, je les ai comptés 46 fois qu'on s'engage à quelque chose. Et à un moment donné, ce qui va arriver, bien entendu, les Nations Unies n'ont pas le moyen pratique de contraindre les États à respecter ça. Mais ça va avoir un poids moral qu'on va pouvoir utiliser contre des États, par exemple, qui diraient « Nous, on n'accueille plus d'immigrants ou on n'accueille plus d'immigrants de tel groupe. » Pour donner un exemple très simple et quasiment immédiat, d'ici 2030, selon les experts, l'Afrique noire va avoir le tiers de la population du globe. Les gens se marchent déjà sur les pieds là-bas. Vous imaginez bien qu'ils vont pouvoir partir pour aller n'importe où et qu'ils vont s'en venir ici. Mais là, on va en accepter combien? On peut en accepter combien? C'est simple. Il y a des études à ce sujet-là. C'est étonnant comment les gens disent n'importe quoi et que personne ne se renseigne. Il y a des études, par exemple, qui disent, puis j'admets qu'il y aurait lieu de faire d'autres études aussi, mais il y a des études qu'on connaît en ce moment disent qu'une société donnée, mettons une petite ville, prenons Longueuil, une société donnée comme Longueuil, pourrait accueillir, ne doit pas accueillir 40% ou plus d'immigrants parce que c'est impossible, ça va créer des conflits et des conflits sérieux. La preuve est faite, les documents sont là, on le sait. Mais là, vous avez un autre problème, c'est que si vous accueillez des immigrants au Canada, c'est vrai dans d'autres pays, mais au Canada, c'est très clair à cause de la Charte des droits, les gens ont le droit de circuler librement. Alors, vous pouvez bien les accueillir où vous voulez. Si ces gens-là décident qu'ils n'ont pas envie d'aller vivre à la campagne ou d'aller vivre dans une petite ville qui ne leur plaît pas où ils n'ont pas autant de services qu'ils pourraient en avoir comme dans une ville comme Montréal, ben, ils vont s'en venir à Montréal et vous ne pouvez pas les empêcher de faire ça. La façon de les empêcher, ce serait peut-être de leur couper des services qu'on leur paye. Bon. Ils feront pas. Mais dans certains cas, ça peut être plus avantageux de s'en venir à Montréal et de trouver des moyens pour survivre à Montréal. Et on va vous dire à ce moment-là, ben oui, la charte leur permet ça. C'est pourquoi c'est un peu illusoire que M. Legault nous parle d'un maximum d'immigrants qu'il veut accepter, parce que dans les faits, les provinces n'ont pas l'autorité pour contrôler ça. Les provinces peuvent refuser de faire bénéficier les immigrants de tel ou tel service. Par exemple, les hommes d'affaires, bon, il faut remplir des conditions et tout. Mais, d'un autre côté, on ne peut pas empêcher quelqu'un, une fois que la personne est rentrée au Canada, on ne peut pas l'empêcher de circuler librement et de déménager librement. Il y a plein de pays au monde qui ne permettent pas ça. La seule façon, ça va faire si on deviendrait un pays. Oui, parce qu'il y a plein de pays au monde
qui font ça, qui interdisent aux gens de se déplacer sur leur propre territoire. À commencer par la Chine, mais il y a aussi même plein de pays européens, même comme la Belgique. En Belgique ou en Autriche aussi, il y a des contrôles très sévères sur votre endroit de résidence. Même en France, il faut vous rapporter à la gendarmerie et dire où vous êtes et tout. Je ne connais pas le détail, mais je sais en tout cas dans le cas de la Belgique parce que j'ai des amis qui ont eu des problèmes à ce sujet-là, ou enfin des problèmes, qui ont été obligés de se renseigner et de se renseigner très attentivement afin de connaître les conditions de mobilité à l'intérieur de la Belgique. Je ne sais pas si c'est encore exactement comme c'était il y a quelques années. On peut peut-être nous dire que la loi a changé, ça m'étonnerait. Il y a beaucoup de pays contrôlent la mobilité des gens à l'intérieur du pays. Au Canada, on permet n'importe quoi. Mais à un moment donné, on ne pourra plus permettre n'importe quoi, justement à cause de cette invasion-là. Il y a aussi cet aspect-là, c'est que des invasions de migrants en très grand nombre comme ça va contraindre les pays d'accueil à adopter des lois et des règlements qui vont être beaucoup plus contraignants pour leurs propres citoyens et pour les migrants, bien sûr. Mais on ne pourra plus permettre n'importe quoi, n'importe comment comme avant. Il va falloir, une des conséquences, c'est que, qu'on aime ça ou non, il va falloir restreindre la liberté des individus. C'est une des conséquences immédiates. Personne ne le dit. La question de la surpopulation, je vous ai parlé de surpopulation, c'est remarquable qu'on n'en parle pas dans le document, parce que de l'autre côté, c'est ça le vrai problème. Or, vous savez, il y a une organisation aux Nations Unies qui s'occupe du contrôle des naissances, ou en tout cas de surpopulation, qui s'appelle le FNAP, le Fonds des Nations Unies pour la population. Bon. Et le FNAP, plus personne n'en parle maintenant. C'est mis de côté parce que, pour des raisons religieuses, entre autres les musulmans, mais d'autres religions, ne veulent pas entendre parler de limitation des naissances, de contrôle des naissances ou de problèmes de surpopulation. Eux prétendent que toute surpopulation est bonne si c'est dans leur religion à eux. Et c'est vrai pour plusieurs religions. Je ne dis pas une religion particulière, c'est la pression qu'on a à l'intérieur des Nations Unies. Et pour ça, les religions sont capables de faire front commun et de dire non, ne parlez pas d'immigration de naissance. Mais d'un autre côté, quand on est pris pour nourrir des gens qui meurent de faim, là, ils nous disent il faut payer pour nourrir tout ce monde-là. Mais je vais vous dire ce que je disais en 1973, quand je suis allé étudier des problèmes comme ça en Inde. Je suis revenu et je disais à l'organisation internationale qui m'avait envoyé là-bas, mon rapport, c'était très simple, c'était de dire, écoutez, si vous ne voulez plus de petits bébés qui meurent de faim, il faut arrêter de faire des petits bébés. C'est la première conséquence, c'est la première décision qu'on va prendre. Et bon, alors, il faut s'attaquer aux vraies causes, il faut s'attaquer aux vrais problèmes. Et il faut faire des discussions. Je ne prétends pas que j'ai toutes les solutions. Au contraire, je vais vous dire qu'à mon avis, il y a beaucoup de ces problèmes-là qu'on va avoir beaucoup de difficultés à résoudre, qu'on ne pourra pas résoudre et qui vont provoquer des problèmes encore plus grands. Mais tous ces problèmes-là vont être exacerbés et vont être multipliés si on ne s'attaque pas aux causes maintenant et si on adopte des documents absolument illusoires comme le pacte. Le pacte, vous savez à quoi il va servir. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que c'est vrai que ce n'est pas contraignant dans la mesure où les Nations Unies n'ont pas un moyen de faire respecter le pacte. Ils ne sont même pas capables de se faire payer leurs cotisations. Ils ne peuvent pas prendre un gros bâton pour dire à un pays, vous allez accepter tant d'immigrants, sans ça, on vous sanctionne. Le seul organisme qui peut faire ça un peu, c'est le Conseil de sécurité. On va faire des blocus économiques ou quelque chose comme ça. Mais autrement, et on ne fera pas ça dans le cas des migrants, en tout cas pas pour le moment. Alors, ça, c'est vrai qu'il n'y a pas de contraintes dans ce sens-là. L'Organisation des Nations Unies n'a pas des outils pour faire ça. De l'autre côté, le document, c'est pas anodin, parce que ce qui va arriver, c'est que les organisations
Par exemple, prenez n'importe quelle organisation non gouvernementale qui s'occupe de migrants. Ces gens-là pourraient décider, ah, nous, on considère que le Canada pourrait accueillir plus de migrants d'Afrique de l'Ouest et puis on va demander ça. Et si le gouvernement canadien ne le fait pas, on va s'adresser à un tribunal international. En ce moment, mon exemple n'est pas bon parce que ça ne vaudrait peut-être pas dans le cas du Canada. Mettons, pour donner un exemple simple, on pourrait le faire dans le cas des pays européens, où on pourrait aller devant le tribunal, la Cour européenne des droits de l'homme, pour demander que la Cour européenne des droits de l'homme condamne un pays européen, mettons comme la Belgique, ou même Monaco, si vous voulez, théoriquement, à accueillir plus d'immigrants. Bon, on ne le fera peut-être pas dans le cas de Monaco, mais dans le cas du Luxembourg. Vous savez, comment dire, le traitement des pays à l'intérieur des Nations Unies s'est fait de façon très inégale. Il y a des pays qui sont, comment dire, il y a des pays qui sont considérés comme des vaches à lait, le Canada, premier chef, puis il y a d'autres pays dont on n'attend rien, ou en tout cas on sait qu'on n'aura jamais d'argent d'eux, même des pays très riches comme les Émirats arabes, il va avoir de l'argent seulement s'ils veulent acheter quelque chose, un siège de la direction d'un organisme ou quelque chose comme ça, mais pas pour sauver des migrants, ça ne les intéresse pas. Selon vous, l'origine même de l'ONU, c'était d'aider les pays, mais ça a-tu dérapé? Je pense, avec la création, je pense, 144-45, je pense. Oui, oui. Puis, il me semble que ça a dérapé avec. Je suis entièrement d'accord avec vous. Il y a un écart absolument énorme entre les objectifs des Nations Unies, qui sont très nobles, des idéaux humanitaires qui sont très valables. Quand on regarde l'origine de ça, c'est correct. Mais ensuite, l'application pratique de ça, la machine énorme que l'Organisation des Nations Unies est devenue, est vraiment très éloignée et souvent en contradiction avec les idéaux qu'on avait. Encore en ce moment, d'ailleurs, vous verrez que pour défendre le pacte, les gens, on l'a vu encore dans le devoir récemment de la presse aussi, il y a des gens qui défendent le pacte pour des idéaux humanitaires en disant « Ah, vous ne voulez pas du pacte qui propose quelque chose de tellement noble, vous êtes un enfant de chienne. » En gros, c'est ça. Mais même des gens plus sérieux, puis aussi des gens généreux. Moi, je vais parler dans des universités, dans des écoles, et puis souvent les gens me disent clairement, écoutez, moi, je ne sais pas ce que je pensais des Nations Unies. Je leur dis, je comprends, mais c'est peut-être important. Même il y en a qui me disent, c'est pas ce que je pensais des Nations Unies, puis je voulais aller travailler pour les Nations Unies, maintenant je suis plus sûr. Je leur dis, écoutez, si vous voulez, venez aux Nations Unies, mais venez avec votre balai pour faire le ménage. Parce que ce que je vous raconte, je vous parle de la réalité des Nations Unies, je parle des scandales financiers, et puis je vais revenir aussi, il y a quelque chose au sujet du pacte que je vais mentionner. Vous avez tout le temps, moi je vous laisse beaucoup pour alors, les Nations Unies, c'est devenu une très grosse machine qui est incontrôlable. Vous savez, c'est incontrôlable même au point de vue financier. Vous savez que c'est impossible d'établir combien ça coûte les Nations Unies. Il y a tellement de divisions et de subdivisions et de façons de faire des calculs et de façons de retourner les choses qu'il y a quelques années, le vérificateur général des États-Unis a entrepris avec une grosse équipe d'examiner combien ça coûtait l'Organisation des Nations Unies. Pas les États-Unis, l'Organisation des Nations Unies, pas seulement la contribution américaine, l'ensemble de l'Organisation des Nations Unies. Au bout de 3 ans, il a fait un rapport provisoire pour dire tout simplement c'est impossible de faire le calcul, l'argent fuit de toutes parts et on n'a aucun moyen de contrôler l'argent qu'on donne aux Nations Unies. Et ça, n'importe qui, surtout les gens qui ont eu accès à l'argent des Nations Unies, pourront vous dire que c'est le cas. L'argent disparaît, s'envole. Les gens volent des avions. J'exagère pas, des avions. Moi, j'ai bloqué mon chef
qui était en train de faire transférer, c'était quasiment un miracle, j'ai voté mon chef qui était en train de faire transférer dans son compte personnel 7,5 millions de dollars. Et je vous dirai en plus, pour confirmer ça, que je n'ai jamais eu un mot de remerciement. Donc, au contraire, on a permis à mon chef, que j'avais fini par faire foutre à la porte, on lui a permis de rester en place pendant 6 mois, ce qui lui donnait le temps de ne pas renouveler mon contrat. Je n'ai pas besoin de vous dire qu'il n'a pas renouvelé mon contrat, et j'ai poursuivi les Nations Unies et j'ai gagné. J'ai gagné une victoire qui était la première en 60 ans. Les gens étaient renversés et les 3 juges se sont rangés de mon côté de façon très virulente pour dénoncer. On parlait de l'aspect, comment est-ce qu'on appelle ça maintenant? En fait, du caractère non fonctionnel des Nations Unies. J'oublie le mot exact. Mais 7,5 millions qu'il était en train de faire transférer dans son compte personnel, j'ai appris ça par accident et par un miracle extraordinaire. J'admets que c'est pas la stratégie que j'avais pensée qui a marché, c'est que j'ai fait une erreur et mon erreur a été plus efficace, c'était plus efficace que ce que j'avais prévu pour tenter d'arrêter cette affaire-là. En fait, je vais vous dire tout simplement parce que ça me fait rire. Et c'est vraiment une erreur, je reconnais, je ne prétends pas que j'avais pensé à quelque chose de brillant. On était tellement bousculés, j'ai envoyé une lettre et on était tellement bousculés parce qu'il n'y avait pas de courrier, on ne pouvait pas mettre ça à la poste. On ne pouvait pas envoyer ça par fax parce que nos fax étaient surveillés tout le temps. Les appels téléphoniques étaient écoutés. Alors, la seule façon de faire, c'était de préparer une lettre et de donner ça à quelqu'un qui partait pour New York. On était au Rwanda. Quelqu'un qui partait pour New York et qui allait mettre ça dans le courrier interne à New York. Et j'ai fait ça, mais mon copain, mon ami qui allait amener ça, attendait dans la voiture et lui, il risquait de rater son avion si je ne finissais pas ma lettre rapidement. J'ai fini ma lettre, j'ai fait une photocopie, je lui ai donné ça, il est parti. J'ai oublié ma lettre sur la photocopieuse. C'est bête, mais j'ai oublié ma lettre sur la photocopieuse. Okay. Et le lendemain, quand je suis arrivé là, tout le monde était autour de la photocopieuse en train de parler de ça, en sachant que c'était moi. Et là, je me suis dit, bon, je vais me faire casser la gueule. Non seulement je vais me faire foutre à la porte, je vais me faire casser la gueule. Mais l'avantage de ça, c'est que c'est comme si ça avait braqué un projecteur sur le coffre-fort. Et là, mon chef ne pouvait plus faire le transfert d'argent, vu que tout le monde dans le bureau en parlait, tout le monde le savait, et il ne pouvait plus toucher à ça. Alors, j'ai gagné malgré moi, si vous voulez. Bon, il y a cette fois où on perd malgré soi. Là, j'ai gagné malgré moi, puis je suis très fier de mon coup, je n'ai pas besoin de vous dire, parce que d'autant plus que c'est un peu drôle, puis en même temps, ça me sert de leçon. Là. Je me dis, la prochaine fois, je vais mettre le projecteur sur le coffre-fort, c'est ça qu'il faut faire. Bon, mais 7,5 millions de dollars, jamais, pas un mot de remerciement de qui que ce soit. Jamais. Et tout le monde sait bien que c'est moi, tout le monde le savait. Mais jamais personne. Ça veut dire qu'il y en a plusieurs qui se remplissent des poches. C'est dangereux qui nous découvrent. Exactement. Tout le monde craint un peu. Et puis ensuite, pour être honnête, je vous dirais que ce qui arrive, c'est qu'il y a des gens qui considèrent qu'il ne faut pas dénoncer les scandales des Nations Unies parce que ça nuit à la belle image des Nations Unies et par conséquent, ça nuit aux idéaux que prétendent défendre les Nations Unies. Bon, c'est une position qui se défend, mais l'autre position, c'est de dire non, il faut dénoncer des choses comme ça pour les corriger. Si on veut faire du bon travail, il faut corriger ça. Il faut s'assurer que l'argent qu'on donne aux Nations Unies va à destination et sert à aider les migrants, si on veut, ou des gens dans le besoin pour toutes sortes de raisons. Moi, j'appartiens plutôt à la deuxième école, si vous voulez. Je ne prétends pas que ça a une valeur absolue. Je vous dirais peut-être même que c'est possible que dans certains cas, certaines solutions soient meilleures, puis qu'il y a d'autres, que ma solution soit meilleure dans d'autres cas. Je pense bien que si on examinait ça très attentivement, on aurait beaucoup de difficultés à établir à quel endroit il faut faire la différence, mais on se dirait, bon, plan pratique, on peut comprendre que dans certains cas, peut-être que comme stratégie, il faut penser différemment. C'est possible.
Je veux vous dire quand même, pour revenir au pacte, ce que je veux vous dire, c'est que il y a une bonne partie du pacte, enfin c'est étonnant, disons, la quantité de paragraphes du pacte qui est consacrée au transfert de fonds. Et c'est curieux, parce qu'on parle de gens qui, par définition, n'ont pas d'argent ou un minimum d'argent qui leur permet de payer les passeurs, mais qui arrivent ici sans argent, ou en tout cas qui nous disent qu'ils sont sans argent. Et tout à coup, on parle mais avec beaucoup d'insistance, d'élargir les règles pour les transferts de fonds, que les transferts de fonds sont nécessaires, on permet même aux femmes d'ouvrir des comptes de banque, et on veut permettre des transferts de fonds. Mais il y a quelque chose qui ne va pas là-dedans. Si vous parlez d'aider des gens qui sont dans le besoin, vous n'avez peut-être pas besoin de prévoir toute une page d'économie sur les différentes façons de faire des transferts de fonds, puis de dire oui, mais ces transferts de fonds, c'est pas du blanchiment d'argent, puis il faut fermer les yeux là-dessus, puis il faut laisser ça. Parce que vous savez, il y a une chose qu'il faut dire, que personne ne dit, c'est que les gens qui ont la double citoyenneté, pendant très longtemps, la plupart des pays européens et américains ne permettaient pas d'avoir une double citoyenneté. Ça semblait de la simple prudence. Moi, je suis de cette école-là. Maintenant, vous avez ici des gens, que ce soit des immigrants ou des gens qui ont une autre citoyenneté par le mariage, par exemple, ou parce qu'on vécu à l'étranger longtemps, des gens qui ont une double citoyenneté, ben, ils peuvent choisir dans quel pays ils font leur rapport d'impôt. Alors, si vous venez d'un pays, d'un pays comme Haïti, pour parler d'un pays que je connais bien, je sais que ça se fait. Si vous venez d'Haïti, vous pouvez très bien décider. Remarquez, si vous travaillez à salaire, c'est bien entendu que votre employeur va faire le prélèvement à la source. Alors, je ne veux pas qu'on jette le blâme sur tous les immigrants, tous les réfugiés, ou qu'on prétende que tous ces gens-là sont en train de nous dépouiller. C'est absolument pas ça que je veux dire. Mais vous avez des gens, justement, les gens les plus riches, les hommes d'affaires qui sont là et tous les gens qui sont à leur compte, qui peuvent choisir de faire leur rapport d'impôt ailleurs. Par exemple, prenons le cas d'Haïti, parce qu'il y a quand même assez d'Haïtiens ici, puis je connais des gens qui font ça, et en Haïti, ou bien ils ne font pas du tout le rapport d'impôt, ou ils en font un, vous savez, il y a le truc le plus simple du monde, vous faites un rapport d'impôt, vous remplissez le formulaire, et vous n'envoyez pas votre rapport d'impôt en Haïti, mais vous en envoyez une copie au gouvernement canadien pour montrer que vous avez fait votre rapport d'impôt en Haïti. Et ça peut marcher, je connais des gens qui l'ont fait. Bon, c'est assez simple, c'est un truc simple, ça se fait. Et vous pouvez économiser si vous avez beaucoup d'argent. Vous savez comme moi qu'il y a des étrangers ici qui ont d'énormes fortunes, de l'argent volé, de l'argent nettement gagné, ça peut être l'un ou l'autre, là, je ne ferai pas de discrimination là-dedans. Ils ont beaucoup d'argent et ils ne payent pas d'impôts ou ils payent des montants minimes d'impôts à leur pays d'origine, alors qu'ils sont ici et qui bénéficient de tous les services, santé, éducation, et prenez ça seulement les services de santé, c'est faramineux. Ce que nous, on paye pour les services de santé, pour soigner des gens comme ça. Une des premières personnes que j'ai connues en Haïti, et tout de suite m'a raconté, bien franchement, bien honnêtement, qu'il adorait le Canada parce que sa sœur venait de venir à Montréal se faire opérer au cerveau, une opération qui aurait coûté plus d'1 million de dollars si ça avait été fait aux États-Unis et qu'il était arrivé à faire ça, sa sœur était arrivée à se faire ça à Montréal. Payé par nous. Et, pardon? Payé par nous. Payé par nous, exactement. Alors, moi, pour ça, j'ai une suggestion simple, c'est qu'on devrait, au Québec et au Canada, avant de donner des services, on devrait demander aux gens, à tout le monde, de présenter une copie du rapport d'impôt. Je ne prétends pas que, ou mettons, c'est peut-être pas une copie du rapport d'impôt, ça pourrait être, par exemple, un certificat garantissant que vous avez remis un rapport d'impôt au gouvernement canadien ou au gouvernement du Québec. Comme ça, on masquerait le fait
que, par exemple, que pour des gens très pauvres qui ne payent pas d'impôts, on traiterait tout le monde sur le même pied. On ne ferait pas de différence entre des gens qui payent des impôts très élevés et d'autres qui n'en payent pas du tout parce qu'ils n'ont pas de revenus. Remarquez bien, je ne suis pas en train de dire qu'il ne faut pas donner de service aux gens qui n'ont pas de revenus. Il faut être bien clair. Je suis en train de dire que même si vous n'avez pas de revenus, vous êtes tenu de faire un rapport d'impôt. Vous faites votre rapport d'impôt et l'impôt devrait vous remettre un document disant, comme on envoie l'avis de cotisation, sauf que dans l'avis de cotisation, on donne peut-être trop de détails personnels qu'on ne voudrait pas révéler. On pourrait avoir un formulaire en bas de l'avis de cotisation, un formulaire détachable disant, nous certifions que M. Sirois a fait son rapport d'impôt pour telle année et qu'il est en règle. Bon. Ou en tout cas qu'il est en règle, qu'il a remis le rapport. Après, il y a les vérifications, il y a tout le reste du travail des gens qui s'occupent d'impôts et de droit fiscal, c'est autre chose. Mais que vous avez respecté le minimum, que vous avez remis un rapport d'impôt, une déclaration de revenus plutôt, parce que c'est comme ça que ça s'appelle maintenant, et on devrait, à mon avis, c'est très simple et on devrait faire ça. Et comme ça, au moins, on saurait que les gens font cet effort-là. Je ne prétends pas que c'est un coup de baguette magique qui va régler tous les problèmes, mais comme toujours avec des questions d'administration, on fait un effort pour tenter d'enligner tout le monde, pour tenter de traiter tout le monde également et avec justice. Et ça, en ce moment, c'est certain que les immigrants riches au Canada, que ce soit des immigrants honnêtes ou malhonnêtes, des gens qui ont la double citoyenneté, peuvent éviter l'impôt. Je ne parlerai même pas de frauder parce que déjà, ça, on donne l'impression que c'est pas l'État. Mettons, simplement, pour même pas parler de frauder, peuvent éviter de payer de l'impôt canadien et à tout simple pratique éviter l'impôt en remettant un rapport d'impôt à leur pays d'origine ou dans certains cas, vous écoutez, bon, je ne donnerai pas de pays, mais mettons des pays du sud du Sahara, vous pouvez, c'est étonnant comment on peut acheter des fonctionnaires pour pas cher, même au Canada, même au Québec. Je connais des cas, j'ai déjà dit publiquement, en parlant d'une toute autre affaire, qu'on a découvert à un moment donné qu'il y a des gens qui avaient fait des dégâts dans le quartier où j'habitais, dans le Vieux-Québec, et puis on a découvert que les responsables, entre autres les élus, s'étaient laissés acheter, mais pour des montants ridicules, vraiment pour des peanuts. Et j'avais dit à ce moment-là aux journalistes, je ne savais pas que ça coûtait pas cher comme ça. Si on avait ça, on en aurait acheté nous autres aussi. Et puis là, ça a fait rire tout le monde, évidemment. Les gens savaient très bien que je n'étais pas dans le marché pour acheter des députés. Mais de l'autre côté, ça montrait que, oui, écoutez, on parle, même si ça fait longtemps, on parle de 300 $ pour acheter un député, c'est pas cher. Non. Bon. Mais remarquez, ça, c'est comme aux Nations Unies. Les gens ne parlent pas de ça. Les Nations Unies, c'est une maison de corruption et aussi une maison de lutte entre nations et entre ethnies. Les gens croient que les Nations Unies, c'est, comment dire, l'apothéose du multiculturalisme. C'est pas ça du tout. Il y a des luttes à mort, littéralement à mort dans certains cas, dans les services et entre les services des Nations Unies, mais vraiment, et des luttes raciales. Au tribunal pour le Rwanda, et c'est connu, il y a énormément de documents à ce sujet-là, il y avait des luttes entre les Blancs et les Noirs, mais des batailles absolument épouvantables, alors qu'au départ, le Conseil de sécurité, j'avais vu à un moment donné par accident, il y a quelqu'un qui m'avait laissé des documents qui étaient des documents secrets, et entre autres, dans le document secret, il y avait tous les débats du Conseil de sécurité au sujet de la création du tribunal pour le Rwanda. Et là-dedans, je voyais que pendant la nuit où ces débats ont lieu, on indiquait très clairement qu'on ne voulait pas, il n'était pas question de faire un tribunal africain noir. Et curieusement, c'était pour une raison raciste quant à moi, on disait on ne veut pas avoir un tribunal africain noir parce qu'on ne veut pas qu'il y ait de comparaison
entre un tribunal africain noir et le tribunal pour l'ex-Yougoslavie, qui était considéré comme blanc ou comme autre que noir. Il y avait des blancs et des asiatiques là-dedans. Et là, on ne voulait pas risquer des comparaisons. On a dit non, ça va être un tribunal ouvert aux candidats de tous les pays. Et il faut des gens de tous les pays. Mais ce qui est arrivé, c'est que le greffier du tribunal était un Africain noir et lui et d'autres personnes dans son entourage ne voulaient que des Noirs et de préférence des Noirs de leur famille. Ça, c'est un autre problème qu'on a aux Nations Unies, c'est que vous savez, il y a plein de choses qu'on ne sait pas comme ça et qu'on apprend aux Nations Unies. Mais vous savez qu'en Afrique, les gens ne portent pas, les gens de la même famille ne portent pas le même nom de famille. Alors, vous pouvez avoir affaire à trois frères qui ont trois noms de famille différents et vous ne saurez jamais que ces trois frères, à moins que quelqu'un vous le dise. Ou bien les gens vont vous dire c'est mon frère, mais là vous pensez que c'est une expression, c'est une façon de parler, mais dans certains cas c'est littéralement le frère de sang, mais vous ne le savez pas parce qu'ils n'ont pas les mêmes noms. Alors, les règlements des Nations Unies visent à empêcher le népotisme, mais dans la pratique, en ce qui concerne les Africains, il n'y a personne qui ne peut empêcher ça, vu que les gens se présentent avec des noms différents et que personne ne peut le savoir à moins que quelqu'un vous le dise. Tantôt, vous m'avez dit quelque chose quand on était en auto. Je pense que les gens vont être contents d'apprendre ça. La plupart des gens qui le suivent, on est pas mal inquiets avec le pacte de l'ONU. Vous avez demandé tantôt, vous dites, y a-t-il quelque chose qu'on peut faire sortir de ce pacte-là? Ah oui, ben, la réponse c'est oui, parce que ces pactes-là, d'abord, dans la pratique, il y a beaucoup de pays qui ne s'en occupent même pas, qui ne se cassent pas la tête avec ça, ils ne payent pas, ils ne respectent pas les contraintes, et c'est vrai pour tous les documents que préparent les Nations Unies à ce sujet-là, c'est de la fiction. C'est comme, vous savez, tiens, je vais vous donner un exemple, le Canada est comme l'éléphant. Vous savez, la façon de contrôler les éléphants dans les pays où il y a des éléphants, et moi j'aime beaucoup les éléphants, je vous dis ça en passant, et les bébés éléphants, on prend le bébé éléphant et on l'attache après un poteau qu'on fiche dans le sol pour qu'il ne se sauve pas, pour qu'il ne puisse pas aller plus loin, faire des dégâts, parce que c'est formidable, les éléphants, c'est comme des enfants. Alors, ils pourraient aller dans le village pour jouer, détruire 3 à 4 maisons, juste pour s'amuser. Bon. Alors, ils les attachent après un piquet dans le sol, puis l'éléphant ne peut pas partir. Puis, il prend l'habitude de rester attaché comme ça, et ensuite, alors qu'il est déjà rendu adulte et qu'il pourrait très facilement arracher le piquet, il reste là, attaché à le piquet, parce qu'il a compris que le piquet était plus fort que lui et il n'a jamais vérifié pour voir s'il pouvait l'arracher. Bon, c'est très, très connu. Ça, c'est une des façons c'est la première étape pour dompter un éléphant. Alors, le Canada est comme l'éléphant à ce moment-là. Il est bien dompté. Il paye, même quand il pourrait dire non. Dans la pratique, on pourrait dire, et c'est comme ça que ça se fait normalement, généralement d'ailleurs, un document comme ça va prévoir une clause pour se retirer de l'entente, pour dire, c'est très bien décider de signer, puis ensuite dire non, nous on a réfléchi à ça, où les conditions ont changé et on n'est plus lié par cette entente-là, et on vous informe qu'à compter du 30 mai prochain, on va se retirer, on ne se considérera plus lié par ça. Remarquez que dans ce cas en particulier, comme tout le monde nous répète, vous n'êtes pas lié, que c'est non contraignant, ben, normalement, vous n'auriez même pas besoin de dire ça, sauf que moi, je dirais, et là, je vais très loin parce que il faudrait sans doute des analyses juridiques plus poussées, là, je suis le premier à reconnaître, mais moi, je dirais que ce serait préférable pour le Canada de se retirer de ça pour pas que personne puisse un jour, devant un tribunal, dire, écoutez, vous avez signé ce pacte-là, vous en êtes pas retiré. Le pacte dit que l'immigration, c'est bénéfique. C'est pas vrai que l'immigration, c'est toujours bénéfique. C'est pas vrai. Ça, il faut bien le dire. C'est un des mensonges de ce pacte-là, dire de façon catégorique et absolue, l'immigration, c'est bénéfique. La réponse, c'est non. C'est faux. Et il faut le dire. Et il y a plein d'affirmations fausses comme ça là-dedans, ou d'affirmations qui ne sont pas prouvées, qui ne sont pas établies. Et c'est pour ça que moi, au départ, j'ai demandé simplement qu'on fasse des discussions qu'on aurait dû faire avant de signer.
Et ça n'a pas été fait. Et puis en plus, non seulement c'est pas fait, mais je vois par exemple Mme Arbour qui passe à la télé pour faire, comme malheureusement on fait de plus en plus souvent, pour condamner les gens qui, simplement comme moi, qui condamnent. Je ne condamnais pas le pacte au départ, je demandais simplement qu'on le lise et qu'on nous l'explique et qu'on en discute. Et Mme Arbour passe à la télé pour dire les gens qui sont contre le pacte, c'est des ignorants et c'est des gens malhonnêtes. Ben moi, je vais vous dire une chose. Je connais Mme Arbour depuis près de 30 ans. Mme Arbour, là, si on est pour parler d'ignorance, Mme Arbour ne s'est jamais intéressée aux questions de migration jusqu'à il y a un an, au moment où le secrétaire général l'a nommé là. Regardez son CV, et vous pouvez aller voir sur Internet, c'est ce que j'ai fait, parce que je me suis dit peut-être qu'elle a fait même du travail bénévole auprès des migrants. Je veux bien. Moi, j'en ai fait du travail bénévole auprès des migrants. Moi, j'ai travaillé à la Commission d'immigration et de statut de réfugié du Canada. Je pense que je sais de quoi je parle et je pense que je le sais plus que Mme Arbour. Alors, vous comprenez que, et je pense aussi que j'agis honnêtement, et vous comprenez que je ne suis pas très content quand je vois Mme Arbour passer à la télé et me dire de façon condescendante que les gens qui sont contre le pacte, c'est soit des ignorants, et je ne crois pas être un ignorant, soit des gens malhonnêtes, et je ne suis pas quelqu'un de malhonnête. Bon, alors, maintenant, est-ce qu'on pourrait commencer à discuter sérieusement? Parce que moi, je vous dis que Mme Arbour, elle, ne connaît pas l'immigration, qu'elle ne connaît pas ça. Elle est entourée d'experts, mais elle-même n'avait aucune idée de ce que c'est. Et le porte-parole, par contre, de ce pacte-là. Oui, et puis, elle n'avait aucune idée de ce que c'était ces problèmes-là avant. Alors, ils appellent les marionnettes et les perroquets médiatiques. Et puis, c'est même indiqué clairement sur la rubrique de Wikipédia qui est consacrée à Mme Arbour, indique clairement, que j'ai trouvé ça intéressant, que le pacte ne parle pas des causes des migrations que sont la surpopulation. C'est écrit noir sur blanc dans son site à elle. Alors, je ne vois pas comment elle pourrait nous reprocher à nous de dire, mais écoutez, il y a un problème avec la surpopulation, est-ce qu'on ne devrait pas s'adresser aux causes? Et je pense que ça ferait un débat plus intéressant que d'avoir Mme Arbour en train de me dire que je suis ignorant et de mauvaise foi. Puis, ça va tomber hors contexte avec le pacte, mais tu sais, quand les gouvernements disent, on a besoin absolument d'immigration parce que notre population est vieillissante. C'est un mensonge. C'est un mensonge. J'ai encore un peu à l'esprit l'idée de faire un livre à ce sujet-là, au sujet des 5 gros mensonges en immigration, mais l'idée qu'il faut qu'on peut remplacer une population vieillissante ou une population dont le taux de natalité est moins élevé par de l'immigration, c'est entièrement faux. Et non seulement c'est faux, mais toutes les études à ce sujet-là disent la même chose, disent que c'est faux, et il n'y a aucune étude pour faire la démonstration du contraire. C'est quand même extraordinaire. Demandez aux gens qui vous disent ça de vous sortir une étude qui va dire le contraire. Il n'y en a pas. Les Nations Unies, même les Nations Unies, l'ONU a fait, et j'ai encore ce document-là quelque part, je suis sûr, l'ONU a fait à un moment donné une sorte de, comment est-ce qu'on pourrait appeler ça? Un test pour, on a fait une extrapolation pour voir si on pouvait prendre de l'immigration pour remplacer une population vieillissante. On a pris le cas de la Corée du Sud comme exemple. Et la réponse, et j'admets que j'ai été renversé par ça, puis là, il faudrait retrouver le document puis examiner le détail, mais la réponse, c'est que non, c'est impossible, que les différences étaient minimes, au mieux. Quand il y en avait, quand il y en avait de positifs, c'était minime, et que pour arriver à une différence marquée, il faudrait des milliards d'immigrants pour changer la démographie. Bon. Et ça, ce document-là, il y a un document comme ça des Nations Unies, fait par des gens qui sont censés connaître leur affaire. Je ne suis pas un expert dans ce domaine-là, je ne peux pas juger de ça dans le détail, et je ne peux pas vous assurer que telle personne ou telle personne est la meilleure autorité là-dedans. Ça, moi, je ne le sais pas, mais dans la mesure où on peut faire confiance à certains documents des Nations Unies, bien ça, c'en est un qui vous répond à cette question-là. Il y a beaucoup d'affirmations. On nous disait aussi avant que l'immigration, ça rapportait au pays d'accueil.
On sait maintenant que c'était vrai avant, il y a à peu près 30 ans, et que ce n'est plus vrai maintenant, c'est faux. Et ça, c'est même des études de certaines chambres de commerce qui le démontrent, et des études d'hommes d'affaires. Là, on ne parle pas de révolutionnaires ou de gens de droite qui sont contre l'immigration. C'est simplement des chiffres. Vous prenez des chiffres, vous les regardez, vous faites vos calculs, vous essayez de vous assurer que vous avez couvert tous les éléments qu'il fallait couvrir, et vous arrivez à une réponse. Et la réponse, ça peut être oui ou ça peut être non. Et dans ce cas-là, la réponse, c'est non, c'est faux. Et les gens continuent d'affirmer ça. Mais comment voulez-vous faire un débat quand vous parlez avec des gens qui vous affirment des choses comme ça? J'ai vu des cas où je disais aux gens, écoutez, je vais vous donner des références à des documents précis. Je vais vous donner vraiment des références à aller voir en bibliothèque. Je vais vous donner des références précises. Et les gens me disaient, non, on refuse de croire ça. Ils ne voulaient pas les vérifier parce que l'idée était faite. Et au moins, il faut reconnaître qu'ils avaient l'honnêteté de me dire qu'ils aimaient mieux leurs préjugés que d'aller vérifier les faits. Et malheureusement, je veux dire que dans ce cas-là, les gens avaient l'honnêteté de me le dire, mais je soupçonne qu'il y a beaucoup de gens comme ça qui ne le disent pas, mais qui fonctionnent de la même façon. Et ça, on peut en rire, mais c'est malheureux. Parce que si on est en train de discuter sérieusement, et surtout si on est en train de dépenser des milliards de dollars, parce que ce pacte-là, comme je vous dis, c'est une lettre au Père Noël qui peut nous coûter des milliards de dollars. Il n'y a pas de fin. C'est aussi simple que ça, il n'y a pas de fin. Même notre sécurité. Absolument, bien entendu, bien entendu. Ça va amener des crises sociales, puis éventuellement peut-être des guerres civiles, c'est une migration de... Absolument, parce que, et là, on va vous dire qu'il faut respecter la spécificité culturelle. Et je connais ici, à Montréal, en ce moment, des cas absolument épouvantables avec des migrants, on va vous dire, c'est des migrants qui ont été traumatisés lors de, par exemple, la guerre en Irak, en Syrie. Et c'est vrai qu'il y a des cas comme ça, et c'est vrai que c'est très triste. Mais de l'autre côté, c'est pas parce que cette situation-là est pénible et que c'est triste qu'on doit permettre aux gens de faire n'importe quoi qui ne correspond pas à nos façons de fonctionner. Écoutez, pas plus tard qu'hier, je parlais avec ma nièce qui me racontait, c'est une sorte de travailleuse sociale dans les écoles, je ne sais pas exactement comment ça s'appelle. Puis elle me racontait qu'ils viennent d'avoir un problème parce que il y a, je crois que c'était un Syrien qui était là, et à un moment donné, il y avait un petit garçon qui allait à l'école, qui avait 5 ou 6 ans, qui commençait l'école. Et le petit gars était quelques jours sans venir, puis des gens de l'école, puis il faut leur donner ce crédit-là, ils se sont inquiétés pour lui, ils se sont demandé ce qui se passait. Et ils sont allés voir, ils sont arrivés dans la famille. Le père, ça faisait 4 jours que le père avait attaché sa femme et ses 4 enfants, chacun sur une chaise, y compris le bébé, et que personne ne pouvait bouger. 4 jours et 4 nuits. Et là, tout de suite, le gars répond qu'il ne comprend plus le français ni l'anglais. Et d'un autre côté, quand on veut le sanctionner, il veut retrouver sa famille. Et là, eux sont très inquiets parce qu'ils se disent, mais la prochaine étape, est-ce qu'il ne va pas les tuer? Alors, évidemment, ils ont la responsabilité de se renseigner avant de lui confier ses enfants-là et sa femme. Et le type leur répond, non, non, c'est comme ça qu'on fait dans notre culture, laissez-moi élever mes enfants comme je veux. Et ils doivent lutter contre ça pour dire, écoutez, non, on n'enlève pas les enfants en les attachant sur des chaises jour et nuit pendant 4 jours et 4 nuits. Il y a quelque chose qui ne va pas. Et Dieu sait combien de temps ça aurait duré si les gens de l'école n'avaient pas eu la présence d'esprit d'agir. Il faut leur donner le crédit d'avoir réagi. Et il faut les féliciter pour ça, mais il y a combien d'autres cas qu'on ne connaît pas? Il faut quand même penser à tout ça. Et on ne pourra pas, si on laisse rentrer des immigrants en quantité comme ça, on ne pourra pas surveiller tout le monde, on ne pourra pas sauver tout le monde. Et on ouvre la porte, on importe des problèmes. Je crois que la meilleure expression, là, que le pacte, c'est un pacte pour importer des problèmes et des problèmes très graves et très sérieux. Il faut, avant de faire ça, il faut penser à ce qu'on fait, il faut discuter, il faut analyser avant d'adopter des mesures. Vous savez, j'avais pris l'habitude, quand je discutais avec des Américains pour
des problèmes comme les problèmes du Rwanda, de l'ex-Yougoslavie, au Timor, des cas où j'ai été, les Américains ont souvent tendance à réagir. S'il y a un problème, il y a un problème, il faut faire quelque chose. Et deuxième étape, il faut faire quelque chose. On peut faire n'importe quoi pourvu qu'on fait quelque chose. Et ça, quant à moi, c'est toute la politique américaine. Et malheureusement, c'est souvent la politique des Nations Unies aussi. On fait quelque chose pour faire quelque chose, peu importe les résultats. Et dans le cas des Nations Unies, puis je reviens à ce que je vous disais des Nations Unies tout à l'heure, dans le cas des Nations Unies, malheureusement, il y a beaucoup d'actions des Nations Unies qui ne donnent pas les résultats escomptés et qui, dans certains cas, c'est des remèdes pires que le mal. Et ça, c'est très sérieux. Puis, on ne veut pas examiner ça. Les gens qui examinent, par exemple, les interventions des Nations Unies, ceux qui font ça, c'est généralement les gens qui ont été responsables de faire cette intervention-là, qui viennent vous dire, ah oui, on a fait notre intervention, il y a des petites choses qui n'ont pas très bien fonctionné, mais dans l'ensemble, c'était très bien dirigé, c'était moi qui dirigeais, c'était très bien dirigé. C'est ça le rapport, ce qu'on appelle les post-mortem. Ça a la valeur que ça a, mais ça n'est pas un examen objectif et indépendant, c'est le moins qu'on puisse dire. Il n'y a personne qui examine, qui se dit, ben, écoutez, on a envoyé une mission à telle place, on a payé pendant 5 ans, 10 ans pour ça, est-ce qu'on pourrait savoir si ça a donné de bons résultats? Est-ce qu'on pourrait savoir si notre intervention n'a pas fait plus de tort que de bien? Jamais. Jamais on ne fait ça. Jamais. Et ça, c'est scandaleux. Moi, je suis de ceux qui sont convaincus qu'il faut abolir les Nations Unies. Je le dis bien ouvertement. Et c'est assez ironique parce que j'ai un ami canadien qui est décédé maintenant. Okay. Ce type-là était un haut fonctionnaire canadien responsable de garder le contact avec les fonctionnaires canadiens qui travaillaient dans les organisations internationales. Et comme j'étais fonctionnaire canadien avant, et qu'en plus c'était un ami personnel depuis très longtemps, ce type-là, entre autres choses, il allait, vous savez, il allait dans les organisations internationales. Il venait à l'ONU à New York, à l'ONU à Genève. Il n'allait pas partout à travers le monde, mais il allait dans les principaux endroits pour voir si les Canadiens avaient bien tous les postes auxquels on pouvait avoir droit, si on était bien traité, ce qu'on pensait du fonctionnement des Nations Unies. Comme son ami, bien sûr, on parlait de tas de choses ensemble très ouvertement. Et peu à peu, lui aussi, on est arrivé à la conclusion que les Nations Unies, ça servait à rien, même que ça faisait plus de tort que de bien. Et il a commencé à dire ça aux fonctionnaires des Affaires étrangères du Canada et de la Commission de la fonction publique. Vous savez ce qui est arrivé? On a aboli son poste et on l'a contraint à prendre une retraite anticipée. Je vous parle de quelqu'un dont je pourrais vous donner le nom tout de suite. Il est décédé maintenant. Bon, je ne vais pas le faire pour une question de discrétion, mais je vous assure que c'est vrai. On en a ri ensemble parce que c'était quelqu'un qui avait plutôt, qui avait bon caractère et qui ne voulait pas faire une vague, faire une guerre. Mais il reste quand même que c'est dire qu'on ne veut pas entendre ça. Et dans certains cas, j'ai parlé aussi avec des gens des Affaires étrangères, dans certains cas, il y a des gens des Affaires étrangères, des ambassadeurs qui me voyaient faire du tapage et dénoncer certaines choses aux Nations Unies et qui étaient bien d'accord avec moi et qui sont venus me fournir de l'information. D'autant plus qu'à un moment donné, je m'étais fait une assez bonne réputation. Les gens savaient que je m'organisais pour ne pas révéler l'identité de mes informateurs. Il n'y a jamais personne qui a eu un problème. Donc, j'ai toutes sortes de trucs, je pourrais vous raconter ça, mais c'est trop. Oui. Mais j'ai toutes sortes de trucs pour ça, assez simples, pour ne pas, ou bien dans certains cas, le truc le plus simple, c'est de ne pas parler quand on sait que si on parle, l'informateur va être identifié. Alors, j'avais ça, et les gens venaient me voir et m'apportaient de l'information, et j'ai dénoncé beaucoup de choses comme ça. Mais de l'autre côté, c'est la politique du Canada, la politique multiculturelle du Canada, qui est dans l'erreur, quant à moi, et qui nous entraîne à un gaspillage énorme. Parce qu'il faut bien penser à ça. C'est de l'argent durement gagné par vous qui sert à payer ça.
c'est vos taxes, et vos taxes, là, c'est votre travail chaque jour de la semaine, c'est ça vos taxes. Et puis là, vous regardez des gens qui brûlent cet argent-là et qui, par exemple, pour le pacte, combien aura-t-on dépensé simplement pour la conférence de Marrakech? Est-ce que quelqu'un veut nous dire combien ça a coûté exactement? Pensez-vous que ça a vraiment aidé un migrant? Oui, Justin Trudeau a donné cette année 8,6 millions à Tunisie pour protéger leurs frontières, puis lui, il rouvre nos frontières. Tu essaies de comprendre l'idée de ces gens-là, c'est pas comprenable. Il y a beaucoup de contradictions, puis moi, je pense que c'est très légitime de poser les questions, puis au contraire, qu'on devrait en faire plus. Ce que je regretterais aussi, c'est que peut-être à cause des médias sociaux, on ne peut pas dire du mal des médias sociaux, mais j'aimerais bien qu'il y ait plus, comme il y avait avant, des comités ou des associations bénévoles, de gens qui se réunissent pour discuter de certaines choses. Et je pense que dans le cas, par exemple, d'activités internationales, qu'on devrait pouvoir avoir, disons, un organisme de rencontre pour les contribuables qui payent ça. Pas un organisme de rencontre pour des gens comme Mme Arbour qui surfent sur les bonnes causes, mais des gens qui payent pour ça et qui pourraient se demander sérieusement avec l'aide d'experts, est-ce qu'on en a pour notre argent? Ou bien vous ne pensez pas qu'on pourrait mettre notre argent ailleurs? Ou bien vous ne pensez pas qu'on devrait arrêter de s'endetter pour brûler de l'argent comme ça? Par exemple, encore une fois, la surpopulation. Le problème de surpopulation, là, c'est juste les migrants en danger au 15 mai 2018. Il y en a 68 millions, plus de 68 millions dans le monde. Pour cette année, je ne parle pas d'un chiffre absolu qui arrête là. C'est pour cette année, et ces migrants-là font des enfants en quantité, et il n'y a personne qui a l'intelligence de dire, écoutez, la première chose, on va leur envoyer des avions de condoms. Commençons par ça. Je n'irai pas leur faire de cours de morale, je n'irai même pas les forcer à utiliser les condoms. On va essayer de les convaincre, on va essayer de leur dire, écoutez, rendez-vous compte que si vous êtes un migrant qui est dans un camp, c'est peut-être pas une bonne idée de faire des bébés maintenant, c'est peut-être pas la meilleure chose à faire dans votre vie en ce moment. S'il vous plaît, prenez un condom. On ne vous demande même pas de ne pas avoir d'activité sexuelle, mais s'il vous plaît, prenez un condom, on va vous les fournir gratuitement tant que vous en voulez. Bon, vous pourrez commencer par ça. Très souvent, vous savez, on se pose la question, moi, j'ai des amis qui me demandaient toujours, quand j'ai commencé à faire ce type de travail humanitaire là, pour les Nations Unies et pour l'Organisation mondiale du commerce, j'ai des gens qui me disaient, oui, mais crois-tu vraiment que ça sert à quelque chose? C'est mettre un plaster sur une jambe de bois, c'est mettre un plaster sur un corps en décomposition. Puis moi, je disais, oui, il y a ça. C'est vrai que je ne pense pas que je vais régler le sort du monde, même en travaillant très fort. Mais de l'autre côté, pour la personne que j'ai aidée aujourd'hui, ou que je vais aider demain, c'est certain que je joue un rôle utile. Par exemple, quand j'étais en Haïti, j'étais là du temps de Selvas, bon, l'armée a enlevé des gens, surtout des jeunes, et les jeter dans des prisons, c'est épouvantable. Vous savez, c'était juste des cellules en terre battue, puis il n'y avait rien. Puis, il y avait des commandants là-dedans qui étaient ou méchants ou fous furieux. Il y en a avec qui je travaillais qui était vraiment un fou furieux à attacher. Ça, c'était connu. Et puis, qui faisait des crises comme ça et tout. Bon. Mais quand on arrivait à leur enlever des gens qu'ils étaient en train de torturer, évidemment que pour ces gens-là, je joue un rôle utile. C'est certain. Bien entendu, on ne peut pas sauver le monde un individu à la fois, mais de l'autre côté, on n'a pas non plus
nécessairement toujours la possibilité de régler ça par une intervention globale. Sauf que là, avec le pacte sur l'immigration, ça, c'est une intervention globale qui ne règle pas de problème, qui va nous coûter une fortune, qui va créer des illusions et des attentes, et c'est un scandale. Il faut dénoncer ça, il faut appeler vos députés, il faut signer des pétitions quand il y en a. C'est ça que je dis. Ça fait longtemps que je prends essayer de mobiliser les gens à aller confronter leurs élus. Quand je dis confronter, Oui. à leur dire, le peuple ne veut pas ça. Ils m'ont Oui. dit, sont ça des 50, 60% depuis les semaines, parce que Oui. les députés sont à leur vendredi, sont tout le temps à leur bureau actuellement de cette fonction. Oui. Aller leur dire, c'est pas. Puis je pense qu'on aurait un impact beaucoup plus qu'à manifester devant un Parlement samedi après-midi. C'est vrai, vous avez parfaitement raison. Puis c'est pas nécessaire que ce soit hostile, il faut bien le dire. Parce que dans certains cas, votre député, il ne sait pas nécessairement ce que vous pensez, puis il n'a pas le temps nécessairement même s'il voit plein de gens de son côté, il n'a pas le temps de faire le tour. Ce sont nos employés, les élus. Alors, c'est sûr que c'est une très bonne idée d'aller leur dire, écoutez, moi, bon, je représente un vote, je représente 10 votes dans votre comté parce qu'on est toujours en train de parler avec d'autres, puis le nombre de personnes que je représente, ben, à un moment donné, il y a des gens autour de moi, puis des fois, ils écoutent ce que je suis en train de dire. Alors, ça peut représenter 10 votes, 20 votes. Et on vous dit, là, nous autres, qu'on n'est pas d'accord avec ça, qu'on aimerait bien que vous examiniez ça davantage, que vous demandiez à avoir plus de renseignements. Encore une fois, ce que je trouve malheureux, c'est qu'on ne donne pas de renseignements au sujet de ce document-là. On n'est même pas capable de l'avoir. On ne peut pas reprocher aux gens de ne pas être renseignés ou de ne pas se manifester. Je vous assure, j'ai cherché ce document-là et quand j'en ai parlé ensuite à d'autres, même en appelant certains informateurs aux Nations Unies, certains de mes ex-collègues pour dire, mais écoute, tu ne pourrais pas me trouver ce document-là. Puis les gens, OK, vont dire, mais c'est bizarre, on n'arrive pas à trouver une copie. Puis je pourrais vous dire, c'est caché dans une note de votre page et c'est une annexe à un autre document. Alors, le titre du document, ce n'est pas du tout ce que vous pensez et vous ne pouvez pas arriver à le trouver. Moi, je pense que je ne suis pas de ceux qui croient que c'est un hasard. J'ai trop vu de choses comme ça aux Nations Unies. C'est un plan pervers, selon moi. Oui. Oui. Et maintenant, il y a de plus en plus de gens qui commencent à parler de ça parce que là, finalement, les gens ont commencé à le lire malgré tout et on se rend compte que c'est quelque chose qui doit être rejeté. Le Canada doit se retirer de ça. Vous savez, c'est un élément important, c'est que je l'ai oublié. Il faut bien voir que ce plan-là, ce pacte-là n'a pas de raison d'être. Il y a déjà dans le système des Nations Unies une organisation internationale pour l'immigration. Il y a déjà un haut commissariat aux réfugiés. Il y a déjà plusieurs autres organismes qui s'occupent des réfugiés, comme l'UNRWA. Et c'est là, ça fonctionne, et il n'y a aucune raison pour avoir ce pacte-là. La seule raison, c'est de forcer les pays qui accueillent déjà des immigrants à en prendre plus et à payer encore plus cher. Et la réponse, c'est on ne peut pas prendre toute la misère du monde. Vous savez, le meilleur exemple, c'est un exemple qui est simple, c'est le radeau, le canot de sauvetage. Regardez, même dans le cas du Titanic, pour parler d'un sauvetage qui est très connu, il y a eu des batailles avec les gens qui voulaient tous monter dans le même canot. C'est certain que si tout le monde monte dans le même canot, vous allez tous périr ensemble. Et ça va être le même problème qu'on va avoir. On ne pourra pas les accepter. Mais là, si on a déjà accepté une grande quantité d'immigrants et que ces immigrants-là ont fait des enfants, dans 20 ans, tout ce monde-là va dire, très bien, on n'accepte plus d'immigrants des autres pays, mais on fait venir des immigrants de mon pays à moi parce que je vais faire venir mes parents là-bas. Bon, mais c'est ça qu'on va vivre. Et on va avoir aussi des migrants qui viennent ici parce qu'il y a des guerres dans leur pays et qui vont reprendre ici les guerres de leur pays. On le voit ici, si vous connaissez des gens du Rwanda, regardez, parlez avec des Hutus et des Tutsis du Rwanda qui sont ici, et ils sont sur un pied de guerre parce qu'ils viennent ici avec la même animosité qu'ils avaient dans leur pays. Et on n'a pas réglé ce problème-là parce qu'on les fait rentrer au Canada. Alors, et ça aussi, c'est un autre problème.
on va devenir, comme on le voit en Angleterre et comme on le voit en France maintenant, on peut devenir un champ de bataille pour des gens qui vont régler les problèmes qu'ils ont dans leur pays d'origine. C'est un autre problème dangereux, ça. Un autre danger. OK. Écoutez, on peut arrêter là. Non, parce problème, que vous arrivez sans doute non, mais non, on va regarder s'il y a des questions des gens. S'il y en a qui ont une couple de questions, okay, on va regarder ça très rapidement. Par contre, il y a une de mes amies hier qui m'avait écrit 2 questions. On va vous les lire. Je vais aller voir après. Des commentaires. On va essayer de faire les commentaires, mais je vais aller voir là. Les amis, taguer. Oh, c'est correct. Un peu. Les amis, si vous avez des questions, vous pouvez les taper, s'il vous plaît, puis on va les poser à M. Sirois, puis ça va lui faire plaisir de vous répondre. Moi, en tout cas, j'en ai 2 que mon ami Jacinthe Simard m'a écrit hier. En plus criminel, le remplacement des populations québécoises, comme ça, des commentaires. Je ne veux pas. Avez-vous des questions? Puis, tu sais, les amis, moi, qu'est-ce que. Là, je vais remonter aussi à M. Sirois tantôt. Comment faire des lives? Moi, le but aujourd'hui, je voulais vous le présenter. Puis le but, là, si le spotlight ne veut pas que ce soit sur moi, que ce soit M. Sirois qui va nous conscientiser, parce que les médias ne nous présentent pas sous cet angle-là, puis ils ne donneront pas une entrevue longue de même. Ils vous reçoivent 5-10 minutes, puis bon, après, bonjour. Mais là, M. Sirois, moi, je vais lui montrer à faire des lives. S'il faut, je vais lui montrer. Oui, mais remarquez, il ne faut pas que ce soit seulement moi non plus. Non, mais moi, je voudrais bien que d'autres se mettent à parler aussi. Mais qu'est-ce que acceptez, M. Sirois? Même moi, Richard Majot, j'aurais fait les mêmes discours que vous, bien sûr, on est 5, puis je suis un expert en sionisme. Je n'ai pas de crédibilité. Mais vous, un homme, non, mais vous qui avez travaillé dans l'immigration, qui avez été conseiller juridique auprès de l'ONU, vous avez de la crédibilité. Ils ne pourront pas dire, ce gars-là dit n'importe quoi. En tout cas, il y en a qui vont te même dire, oui. Mais c'est pas grave. Mais c'est vrai que j'ai une grosse expérience de travail. Vous savez, ça fait très longtemps que je travaille, forcément, et j'ai travaillé à contrat. Alors, forcément, j'ai roulé ma bosse pas mal. Et d'un autre côté, j'ai mon contrat de travail pour prouver que ce que je vous dis, c'est vrai. Exact, c'est ça. Alors, ça. Vous avez des documents, éventuellement, si les gens pourraient vous poser des questions, vous pouvez faire M. André Sirois, puis ça va faire le plaisir. Bien sûr. J'avais une question, elle dit un peuple pourrait-il accuser de haute trahison son premier ministre ou président ou autre signataire de ce pacte, considérant qu'il n'a pas le mandat de sa population pour un tel acte et qu'il met la sécurité de ses citoyens en danger? Ah, c'est une vaste question. C'est très intéressant. Je vais vous dire franchement, d'abord, c'est le genre de question auquel on ne peut pas répondre comme ça spontanément. Ce que j'aurais tendance à dire, c'est que ça va dépendre des lois intérieures de ce pays-là, que c'est possible. Donnons un exemple simple. Imaginons un pays, prenons un pays imaginaire, puis c'est possible que dans ce pays imaginaire, on ait une loi qui dit le premier ministre ne peut pas s'engager, par exemple, ne peut pas, prenons un exemple qui est assez près du pacte, ne peut pas renoncer à la souveraineté du pays en signant un pacte comme ça. Je pense, comme d'autres, qu'il y a des éléments dans ce pacte-là qui empiètent sur la souveraineté du pays. Vous savez que c'est un des gros problèmes avec plusieurs des documents qu'on tente de nous faire signer maintenant. C'est le cas avec ce qui a remplacé l'ALENA. Et maintenant, le gouvernement du Canada a renoncé à plusieurs égards à la souveraineté, ce qui veut dire en pratique que quelqu'un une administration municipale, par exemple, puis je crois qu'il y a des exemples déjà qui se présentent maintenant, une administration municipale pourrait être poursuivie par une multinationale qui n'est même pas installée au Canada parce que la municipalité a pris des décisions qui peuvent porter atteinte à la multinationale, disons, en l'empêchant de vendre ses produits ici ou peut-être de réaliser un projet ici. Alors, et ça, c'est vraiment là des atteintes à la souveraineté et quant à moi, c'est inadmissible. Si on fait ça, c'est sûr que tôt ou tard, les citoyens n'auront plus aucun contrôle. Le gouvernement va avoir tout mis ça comme... c'est vraiment comme vendre le pays finalement morceau par morceau parce que les poursuites
que les gens vont intenter à ce moment-là vont être des poursuites faramineuses. Évidemment, les avocats aiment bien ça parce que ça peut leur donner de très gros pourcentages. Mais d'un autre côté, moi, je pense que le gouvernement du Canada, pour parler de celui-là, n'a pas l'autorité de faire ça. Il peut le faire. Est-ce qu'au Canada, on pourrait poursuivre le premier ministre pour ça? Vous savez, il y a toujours moyen de tenter quelque chose. Quand dans mes cours de droit, mes vieux profs de droit nous disaient toujours, quand on leur posait des cols un peu comme ça, qui pouvaient être, c'est une bonne question, mais en même temps, c'est une question qui semble qui n'est pas nécessairement un problème immédiat. Alors, les vieux profs nous disaient toujours, tous plaident. Ça voulait dire, votre question, ça ne mérite pas plus que ça. Vous pouvez vous essayer avec, tous plaident. Il y avait ça. Mais d'un autre côté, c'est une question sérieuse et je pense que c'est le genre de question qu'on devrait examiner si on examinait vraiment ce document-là. Là, on pourrait demander à quelqu'un de venir nous parler de cet aspect-là, par exemple. Ça revient un petit peu, je ne m'en cache pas, je suis indépendantiste. Et si on aurait notre pays, puis on aurait notre propre constitution, c'est des choses qu'on pourrait instaurer dans notre constitution, qu'on ne pourrait pas, après ça, imposer des choses. C'est bien entendu, et ce serait plus simple à régler parce qu'on n'aurait pas tous les conflits de juridiction qu'on a en ce moment. Exact. Il y avait une autre question, mais ça ressemble encore avec l'Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture, l'UNESCO, considère que l'éducation est un instrument au service du développement durable. Et tout dans l'optique de préparer les futures générations à un changement de paradigme radical à tous les niveaux. L'éducation comme loi de transmission. Il y a le passage d'un document de l'UNESCO qui porte sur le 17e objectif intitulé « Partenariat pour la réalisation des objectifs ». Les technocrates de l'ONU insistent sur l'importance capitale de faire en sorte que l'élève comprenne les concepts de gouvernance et de citoyenneté mondiale. Un professeur faisait la remarque que dans un fascicule portant sur l'histoire de la Nouvelle-France distribué aux enfants du primaire, on a retiré maintenant les termes colons pour les remplacer par celui de politiquement correct d'immigrants. Ce n'est pas des immigrants. Dans le cas des Français, ce n'est pas politiquement correct, c'est tout simplement incorrect. C'est ça, mais c'est ça. Dans le cas, ils ont changé le mot colon. Oui, mais c'est faux. Il faut bien le dire, c'est une information qui est fausse. Dans le cas des Français qui sont arrivés en Nouvelle-France, les Français se sont installés ici à l'invitation des Indiens. Ils ont établi une colonie française et c'était des colons. Et lorsque les Français venaient ici, ils étaient encore à l'intérieur de la France, du royaume de France. Ils n'étaient pas des immigrants. Ils ne sortaient pas de la France comme telle. Et ça, il y a une bonne argumentation à faire à ce sujet-là. Et vous savez par ailleurs que les rapports entre les Indiens et les Blancs et les Européens, mais ce qu'il faut voir, c'est que les rapports des Français avec les Indiens ont été extrêmement chaleureux, contrairement aux rapports avec les Anglais. Et maintenant, on veut nous faire payer, les Anglais veulent nous faire payer les mauvais rapports qu'ils ont eu avec les Indiens, alors que nous, on n'a jamais eu des rapports de ce type-là. C'est exceptionnel, c'est unique dans l'histoire des colonies que la façon dont Champlain a traité les Indiens, et ça, il y a un livre, Une vie de Champlain, qui est extraordinaire à ce sujet-là par un très grand historien américain. Il y a aussi des livres, un livre d'un professeur de McGill, un anglophone, qui parle aussi de la façon extraordinaire dont les Français ont bien traité les Indiens. Même la Cour suprême des États-Unis a cité en modèle la façon dont les Français, pas les Anglais, pas les Canadiens, dont les Français ont traité les Indiens dans leur rapport avec les Indiens quand ils sont arrivés ici. Puis regardez les arbres généalogiques des familles de Canadiens. Moi, on regarde ça et vous avez tout de suite, dès le départ, des mariages avec les Indiens. D'ailleurs, ces Indiens-là ont perdu beaucoup avec la loi sur les Indiens adoptée là, autour de 1867. La loi sur les Indiens, finalement, a fait des cadeaux aux Indiens qui ont lutté contre les Blancs, contre les Anglais, mais les autres Indiens qui s'étaient intégrés aux Français, qui avaient été assimilés ou qui simplement avaient de bons rapports avec les Français,
comme les Malécites, qui sont de ma famille, ces gens-là n'ont rien eu. Et il y a un scandale énorme là-dedans, parce que ceux qui n'ont pas lutté contre les Blancs, qui les ont bien accueillis, on ne les a jamais récompensés, et on a récompensé ceux qui ont lutté contre les Anglais. Et on nous fait payer, nous, pour ça, avec nos impôts. Moi, j'aimerais mieux que nos impôts servent à payer les Indiens qui nous ont bien accueillis. Regardez une affaire très simple. Regardez l'histoire du Québec, l'histoire du Canada. Il n'y a pas eu de guerre contre les Indiens dans la vallée du Saint-Laurent, sauf contre les Iroquois, qui étaient les ennemis de nos Indiens, des Indiens avec lesquels on était associés. Bon, ça, c'est des problèmes entre Indiens. Mais nous, on était associés avec un groupe d'Indiens, on les a accueillis. C'était les gens qui nous avaient accueillis, qui ont sauvé les Blancs. Regardez le premier hiver que les Blancs passaient ici. Le premier hiver avec Jacques Cartier, puis l'autre ensuite avec Champlain. Les gens ont eu le scorbut. Il y en a beaucoup qui sont morts. Et qui les a sauvés? C'est les Indiens. C'est vous dire que c'était pas les Blancs et les Français, ils n'étaient pas en guerre avec eux. C'est exceptionnel. C'est pour ça que les gens ne le voient pas. Les enfants qui ont enlevé les enfants des Amérindiens, qui les ont envoyés dans des orphelinats, et ainsi de suite. Ah, ça c'est les Anglais protestants qui ont fait ça. Bien sûr. Et ensuite, les catholiques québécois qui ont pris modèle, ceux qui ont pris la loi canadienne-anglaise. Bon, les pères au blanc, par exemple. Exact. Puis qui les ont anglicisés en plus. Bon, ça c'est malheureux. Moi, j'ai des Indiens dans ma famille depuis toujours. Bon, on ne le savait pas, ou il y en a, on le sait, d'autres, on ne le sait pas, mais on est tous un petit peu... probablement. En tout cas, si on regarde, regardez les mariages, tout de suite, les premiers mariages, d'abord, il n'y avait pas assez de femmes, et puis les gens partaient et puis se trouvait une petite Indienne. Et si la petite Indienne était bien traitée et qu'elle acceptait ça, parce que vous savez, c'était pas les Indiens qui se sont mariés comme ça, c'était pas des Indiennes qui avaient été enlevées, contrairement à ce qui se passait ailleurs. C'était de consentement. Parce que les Indiens, à part ça, dans les tribus indiennes de façon générale en Amérique, les Indiennes avaient beaucoup de pouvoir, beaucoup d'autorité. C'est les Indiennes qui étaient les chefs de tribu, elles avaient beaucoup d'autorité. Alors, les petites Indiennes, là, si elles n'avaient pas voulu être avec mon ancêtre, elles auraient toujours pu retourner dans la tribu, puis on les aurait accueillies. Les gens auraient dit, tu veux pas de lui, ma petite fille, reste avec nous autres, c'est réglé. Exact. Bon, alors, et puis, elles n'avaient pas été achetées, on ne les a pas vendues, on ne les a pas enlevées. Alors, elles sont restées là parce que ça leur convenait. C'était des vies très dures. Je ne prétends pas que c'était comme vivre des Cette année, j'avais été au G7 manifester, puis il y avait des gens qui étaient pour l'immigration. Ils nous disaient, on est tous des immigrants. Mais non, regarde. On est colons. Si tu m'a donné un chiotte, une hache, puis tu bûché une terre. Ça va être des colons. Oui. C'est ça. C'est parce que mes arrière-grands-parents, c'est ça qu'on fait. Quand ils ont immigré ici, il y avait un chiotte, puis il y avait une hache qui sont défrichés des lapins de terre. Exactement. Donc, vous y arrivez ici, vous profitez de tout ce qu'on a bâti, puis vous bénéficiez de tous les services, puis après, vous nous chiez sa tête pour nous demander des choses que vous voulez instaurer dans notre pays, puis qui n'est pas compatible avec nous autres. Absolument. Ça marche pas. Absolument. D'ailleurs, ça, les experts le reconnaissent. Encore une fois, la Cour suprême des États-Unis nous a cité un exemple pour ça. Il y a un autre cas qui est connu, c'est encore des Français de la même époque, au Brésil. Il y avait une colonie qui s'appelle la colonie de quelqu'un qui s'appelait Ville-Gagnon, mais c'est une petite colonie d'une 50aine de personnes, c'était pas grand-chose. Mais ici, là, la façon dont on a traité les Indiens, c'était exemplaire. Et regardez aussi la paix de Montréal. Les gens ne parlent pas assez de ça, mais comment on a réuni les tribus indiennes pour leur dire, écoutez, vous allez cesser de vous entretuer, on va faire une rencontre à Montréal, on va discuter tout ça et on va faire la paix entre les Indiens. C'est quand même une très grande réussite. C'est les Nations Unies et bien meilleur que les Nations Unies avant les Nations Unies. Oui. Et personne ne nous donne le crédit de ça, mais c'est nous qui avons fait ça avec les Indiens. C'est nous qui les avons amenés à faire cette paix-là. Mais
on a toutes les raisons du monde d'être très fiers de ça et aussi de réagir quand les Canadiens anglais tentent de nous faire porter leur culpabilité. J'ai eu une discussion encore comme ça, justement, vendredi dernier, avec un Canadien anglais que j'aime beaucoup, mais qui avait beaucoup de difficultés à comprendre que moi, j'ai pas envie de me sentir coupable face aux Indiens. Parce que c'est pas vrai. Il y a des Indiens dans ma famille. Je peux aller les chercher. Ils vont vous dire que non pas qu'on est parfait, mais qu'on les traite normalement et qu'on les aime, puis qu'on les traite correctement. Puis qu'on fait des parties de Noël. Je vais les voir. C'est pas nous qui les avons mis dans des réserves. C'est ça, non, c'est ça. Ah, non, c'est ça. Non, c'est certain, c'est certain. Ah non. Puis il y a encore, vous voyez, aux îlets Jérémie, à côté de Forestville, il y a une petite chapelle qui dit clairement que c'est le premier endroit de contact entre les Français et les Indiens, que les Français venaient là pour acheter des fourrures. Voyez-vous ce qui arrive? La petite chapelle est à l'abandon. Elle n'est pas peinturée. Je suis allé là, la porte est ouverte. N'importe qui aurait pu mettre le feu tout le temps. Quelqu'un va faire brûler ça. Puis ça, le fédéral ne fait rien pour sauver des endroits de mémoire comme ça. Le gouvernement du Québec non plus. C'est scandaleux. C'est scandaleux qu'on ne fasse rien alors que c'est un endroit aussi important. C'est une petite chapelle de rien du tout. Okay. Ça ne coûterait pas des millions. Faire ça, ça prend 3 gallons de peinture et puis une paire de bras. C'est pas... Ils font rien. Non, c'est malheureux. Parce que c'est important pour nous. Et puis la plaque qui est là dit quelque chose pour notre histoire. On va faire disparaître ça. Après, on va dire, ah, concrète, ça passe au feu. Exact. Il faut se battre contre ça. Les gens qui ont pu voler des pays, nous font, oh non, ça, c'est pas des questions, un petit peu. Ce qui vous avait Facebook qui avait déjà dénoncé ces immigrants de dangereux jusqu'à ce point ils sont des radicaux, ils ont de réels réfugiés. Ben oui. Est-ce-vous, je ne sais pas si c'est vous, mais qui avait dénoncé que ces immigrants de dangereux, car souvent ils sont des radicaux, et non de réels réfugiés. Je ne sais pas quoi répondre à ça. Exact. Que ça. Okay. Je ne crois pas avoir jamais dit quelque chose comme ça. Il y a des éléments là-dedans qui sont vrais, mais pas mis ensemble de cette façon-là. C'est sûr, Stella, il y a des choses, parce qu'on n'a pas de preuve, tu disais que les gardiens des camps de réfugiés se laissent acheter par ces radicaux. Ça se peut fort bien, mais je suis sûr j'ai déjà parlé. Je pense que je devine maintenant peut-être ce qu'elle vise. C'est que j'ai dénoncé à un moment donné le fait que dans les camps de réfugiés, notamment dans les camps en Afrique du Sud-Sahara, que je connais, par exemple au Kenya, que dans les camps de réfugiés, qu'il y avait des gens des Nations Unies qui se rendaient responsables d'agressions sexuelles, qui profitaient de leur poste pour faire des agressions sexuelles contre des femmes et des enfants, ou des garçons aussi, parce que c'est assez simple, évidemment, ces gens-là n'ont rien d'autre à donner, et puis s'ils veulent que leur dossier soit sur la pile et non pas en dessous de la pile, ben, il faut être gentil avec le fonctionnaire. Et c'est vraiment aussi bête que ça. Et ça se faisait en quantité. En quantité, quand on dénonçait ça, puis moi je suis de ceux qui ont dénoncé ça, par exemple, à l'intérieur du tribunal pour le Rwanda, ça se retourne contre vous très vite parce que on dit, et je trouve ça drôle parce qu'on dit toujours la même expression aux Nations Unies, quand vous dénoncez soit des scandales de sexe comme ça, des scandales financiers, on dit, on va venir me dire, puis on dit à d'autres, il ne comprend pas. Et je considère que c'est le plus grand compliment qu'on peut me faire dans ces cas-là, c'est de me dire que je ne comprends pas. J'espère que je ne vais jamais comprendre que c'est raisonnable. J'avais vu le film Seul au monde, ça se passe en Bosnie-Herzégovine, ça c'est une histoire vraie, puis des jeunes filles se font traiter comme esclaves sexuels. Puis c'était même des casques bleus qu'elle a dans ses bottes d'avion. Absolument. Puis c'est une histoire qui est vraie. Puis l'ONU, il savait, il fermait les yeux complètement. Absolument. J'ai écouté ce film-là. J'étais un homme de 58, puis j'ai pleuré.
Parce que c'était horrible. C'est assez drôle parce qu'il y a une fonctionnaire que j'aime beaucoup, sans la connaître personnellement. On a travaillé ensemble et tout, mais on n'a jamais parlé ensemble. Et cette fonctionnaire-là a fait un livre à ce sujet-là parce qu'elle a été responsable de la lutte contre ce type d'exploitation-là. Et puis, quand elle a fait son livre, quand elle a lancé son livre en France, j'ai trouvé ça très bizarre. Je ne sais pas exactement ce qu'elle a dit parce que je n'ai pas pu écouter l'entrevue, mais je l'ai vue en entrevue à la télé française parce que les gens me l'ont envoyé. Et pendant qu'elle parlait, elle a parlé du travail que moi je faisais et les gens avaient pris une photo de moi qui se trouve sur Internet. Ils avaient mis ça, mais ça faisait tout le mur en arrière de l'entrevue. J'étais vraiment renversé et je me demandais ce qu'elle racontait à mon sujet. Mes amis en France m'ont dit « Ah, t'inquiète pas, c'était favorable. » Mais je ne sais pas exactement ce qu'elle a dit. Mais elle s'appelle Célia de la Varenne, puis elle a fait un livre dont le titre contient le mot étoile. Maintenant, je ne me rappelle plus le titre exact. Mais c'est assez intéressant parce que dans son livre, elle parle justement de l'exploitation sexuelle comme ça et des luttes qu'elle a faites. Et puis elle explique aussi évidemment qu'à l'intérieur des Nations Unies, il y avait eu des chefs qui l'ont appuyée, mais il y en a d'autres qui étaient absolument contre elle parce qu'eux-mêmes étaient des clients de ces bordels-là. C'est sûr. Ah oui. Bianca, oui, tu disais tantôt aussi, du Canada peut sortir de ce pacte, mais tant que tu me l'as signé, oui, il peut sortir parce que tu m'as écrit si Scheer veut se débarquer du pacte, puis c'est pas coulé dans le béton que si les conservateurs prendraient le pouvoir, ça serait nous autres, par contre, le peuple de l'exiger, on pourrait faire sortir. Oui, parce que je ne sais pas si, je dois dire que je n'ai pas vérifié cet aspect-là, je ne sais pas s'il y a quelque chose dans le pacte lui-même, mais normalement, il y a quelque chose dans le pacte, dans les règles de droit international, je suis certain qu'il y a quelque chose qui fait qu'on n'a qu'à informer les autres signatures du pacte que nous, on s'en retire, qu'on n'a même pas besoin de donner de raison. On peut en donner si on veut en donner, mais on n'a même pas besoin de donner de raison. Généralement, il faut respecter un certain délai. Et puis, on envoie une lettre pour leur dire officiellement. C'est un comportement très correct. Là, vous ne faites pas de guerre à personne. Vous dites simplement, écoutez, nous, on a examiné ça, puis on a décidé de réviser la situation, puis on se retire de cette affaire-là. Voilà. Les amis, moi, je vais arrêter le live parce que j'ai plus mon avant-midi, mais il faut que je aille travailler après-midi. La vie continue. Mais moi, M. Serrois, je vous remercie infiniment de nous avoir donné ce temps-là. Puis comme je dis, en finissant, on va vous montrer comment ça fonctionne faire un petit live. Oui. Que vous allez voir, c'est très simple. Quand je vais fermer ça, je vais vous montrer ça. D'accord. Vous allez pouvoir en faire de temps en temps. Puis même si vous voulez, je connais un ami qui pourrait même vous créer une chaîne YouTube. Fait que vous pouvez des fois faire des documents. Moi, je ne suis pas là. Là, je vous ai donné une fois. Si vous voulez, et m'en que je vais le faire avec vous, ça va me faire plaisir. Mais je voudrais que vous soyez autonome et conscientiser les gens. C'était ça qui était le but, moi. C'est très intéressant. Vous savez, je pense aussi faire un livre sur mes expériences. On va l'acheter. On va l'acheter. Avec Mme Arbour. C'est comme ça que j'ai connu Mme Arbour. Okay. Moi, j'étais là bien avant elle. J'étais un des premiers employés du tribunal pour le Rwanda. Elle est arrivée bien après quand elle a remplacé le procureur du tribunal plus tard. Bon. Et puis, en tout cas, il y a d'autres histoires là-dedans. Mais c'est comme ça que je connais Mme Arbour. OK. Puis, à un moment donné, en tout cas, elle était assez aimable pour faire une lettre, pour elle parler de l'excellence de mes services. C'est pour ça, moi, je n'ai rien contre Mme Arbour. Et je ne veux pas de bagarre avec elle, ou je n'ai pas de revanche. Mais comme vous voyez aussi, moi, je ne cherche rien là-dedans. Je ne cherche pas de job. À l'âge que j'ai, je ne cherche plus de job. Je ne cherche pas d'argent, tout simplement parce que j'ai toujours vécu très modestement. Puis maintenant, quand bien même que vous me donneriez de l'argent, ça ne me mettra pas de cheveux sur la tête. Alors. Fait que la gang, bonjour la gang, partagez en masse. J'enseigne à me faire les beaux petits montages de ça. Je vais l'envoyer à M. Sirois sur son Facebook. Il pourra le partager. Puis, vous avoir créé même une chaîne YouTube, M. Sirois. Il faut s'impliquer. Il faut s'impliquer. Regardez, il dit. Il faut aller voir nos députés. Il faut aller voir les organisations qui existent déjà. Exact. Ou en créer une avec des gens autour de vous. Vous seriez étonné. Moi, j'ai fait ça. J'ai organisé des comités de citoyens au Québec il y a longtemps. Et vous allez nous guider là-dedans, justement, montrer avec vous. C'est étonnant
la quantité de bonne volonté qui se manifeste dans ces cas-là. Vous mettez une affiche dans les épiceries de votre quartier, puis vous dites, on fait une réunion mercredi soir pour parler de ça. Vous allez être surpris de voir la quantité de gens qui viennent d'abord, et surtout, la qualité des gens qui viennent s'impliquer. Moi,